Vous allez entendre un cours de Monsieur Laruelle, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre. L'homme et la philosophie, 4e partie. Dans la dernière émission, j'avais décrit de manière assez schématique, à vrai dire, la scène philosophique française dans son conflit entre l'humanisme et l'anti-humanisme contemporain. C'était là procurer le matériau pour aborder un sujet plus difficile, peut-être, qui sera le sujet de cette émission, ce que j'ai appelé l'antinomie du jugement anthropologique. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'homme ou du sujet, l'homme comme raison ou bien comme différence? Ce qui veut dire que je vais traiter encore autrement que de manière moderne ou bien postmoderne ce conflit, puisque le conflit dont il s'agit, c'est justement le conflit des modernes et des postmodernes. Je vais le déplacer, le traiter comme une nouvelle antinomie non plus de la raison, à la manière kantienne, puisque la raison n'est plus qu'un côté, cette fois-ci, du conflit, mais conflit de la raison et de la différence, donc de la philosophie avec elle-même, antinomie de la décision philosophique elle-même et qui porte sur la possibilité de déterminer l'homme, soit comme raison, soit comme différence. Dans tout ceci, faisons comme Kant, peut-être, si c'est possible, comme Kant faisait devant les antinomies de la raison. Ne participons pas à ces combats, mais trouvons le lieu d'où il est possible de regarder les combattants et d'étudier cette antinomie nouvelle. Partons de la modernité. Dans le jugement moderne, la raison, comme totalité des prédicats, est contenue soit analytiquement, soit synthétiquement dans le sujet homme. La raison n'est donc pas un autre ou un inconscient pour le sujet. Elle est la forme supérieure et universelle du sujet. Dans le jugement postmoderne, en revanche, la totalité des prédicats n'est plus la raison, bien entendu, mais ce que l'on va appeler justement la différence. Et la différence, elle, n'est contenue ni analytiquement, ni synthétiquement, mais les deux à la fois dans le sujet homme. Pourquoi les deux à la fois ? Parce que la différence est précisément cette structure du ni à la fois. Dans les deux cas, toutefois, le sujet homme est déterminé par une décision philosophique, c'est-à-dire une décision qui est maîtresse des prédicats. Mais tandis que le jugement rationaliste ou moderne fait de la raison la position absolue de l'homme qui est identique à l'opposition de la raison, dans le jugement postmoderne, la différence apporte à la raison ce qu'il faudrait appeler un supplément d'altérité. Elle fonctionne comme une sorte d'inconscient pour le sujet, elle lui imprime une coupure et l'assujettit, mais l'assujettit sur un mode qui n'est plus l'autoposition rationnelle, puisque, en un sens, elle dépose cette position rationnelle de soi. Que s'est-il passé entre les deux formes du jugement anthropologique ? La postmodernité, on l'a dit, a enregistré l'émergence, l'affect de l'autre comme tel, à la suite de l'ethnologie, de la psychanalyse, de la linguistique, à la suite aussi, il faut le signaler, car c'est fondamental pour la pensée contemporaine, d'un retour de l'affect judaïque ou de la pensée juive. Plus exactement, la modernité connaît elle aussi la puissance de l'autre, mais cet autre n'est utilisé contre la raison dogmatique classique que pour être reposé ou idéalisé à nouveau. Kant, par exemple, car il s'agit de lui, fait de ce qu'il appelle la chose en soi, c'est-à-dire du réel véritable. Il en fait l'autre qui dépose la raison classique et qui la rend finie, qui la finitise, comme on dit. Mais cet autre réel, Kant le réinterprète ensuite comme noumène et comme idée rationnelle, et ainsi il le réassujettit à la raison. La postmodernité, elle, apporte à cette structure un supplément d'altérité qui va empêcher l'autre d'être réintériorisé par la raison et qui le rendra cette fois-ci vraiment irréductible aux limites d'une simple raison qui se ferait elle-même autre ou qui s'ouvrirait comme un projet encore rationnel. Je pense à Kant et à Fichte.
C'est l'autre qui ouvre de manière hétéronome, désormais, la raison, ainsi ordonnée à une brisure ou une défaillance première, et dont elle n'a plus la maîtrise. Il y a donc ici une véritable antinomie, mais une antinomie évidemment très adoucie par rapport à celle de Kant. Une antinomie de l'autre que Kant ne connaît pas, antinomie entre l'autre dans les limites de la simple raison et l'autre hors de ses limites, tel un inconscient par exemple. Appelons cela la cinquième antinomie, ou antinomie anthropologique. Ce conflit à propos de l'autre comme prédicat qui détermine l'homme déplace ainsi le vieux conflit qui était celui de Kant, le vieux conflit du rationalisme et de l'empirisme, et il le déplace dans un autre conflit cette fois-ci du rationalisme critique et du surrationalisme ou hyper-empirisme de l'inconscient. C'est-à-dire, pour donner des noms ou mettre des noms, conflit entre Kant et Fichte d'une part, Nietzsche, Heidegger, la psychanalyse d'autre part. L'homme est, dans les deux cas, déterminé par la synthèse de la raison et de l'autre. Et l'autre, je le répète, est une découverte moderne. Par moderne, je ne désigne pas la philosophie classique, dogmatique ou sceptique, mais je désigne la philosophie de Kant. Mais l'autre est soit une opération de la raison, soit ce qui, à la manière d'un inconscient, divise la raison. La raison est donc toujours partie prenante dans la postmodernité, contrairement à ce que disent les modernes. Et l'altérité, c'est-à-dire l'ouverture, l'infinité du temps, appartient aussi à la modernité, contrairement à ce que disent les postmodernes. Autrement dit, il y a bien conflit, et l'une et l'autre sont alternativement dominantes ou dominées dans ces hiérarchies que sont toujours les décisions philosophiques. Mais en même temps, comme dans toute antinomie d'ailleurs, ces positions font système et font cercle, même si ce cercle est ici très ouvert. L'anti-humanisme contemporain est à sa manière la vérité, je crois, de l'humanisme juridique de Fichte, au moins en droit, et selon une historicité qui est la loi de toute pensée philosophique et la condition pour qu'il y ait du retour à Kant ou à Fichte. Ce cercle est finalement peu intéressant, parce qu'il exprime une dialectique interne à la décision philosophique. Est-il nécessaire et simplement utile de revenir à Kant et à Fichte si leurs positions sont à l'état de sédiment, déjà, à la base de l'anti-humanisme et intégrées, d'une certaine manière, dans celui-ci ? C'est pourquoi il me semble que la question principale, au-delà de cette antinomie anthropologique, c'est celle de la structure ou de l'origine de cette antinomie et de son rapport à l'homme lui-même. D'où je voudrais passer maintenant de cette antinomie anthropologique à ce que je vais appeler la différence anthropologique comme oubli de l'essence de l'homme. Dans quelle mesure s'agit-il réellement de l'homme dans cette antithétique, de l'anthropologie philosophique ? L'homme, comme vous l'avez vu, n'est ici que l'enjeu de conflit plus vaste et plus traditionnel de décisions philosophiques qui le déborde et qui s'en empare. Il s'agit moins de l'homme que de thèse ou de jugement sur lui. Tombe-t-il tout entier sous la raison finie ou bien l'excède-t-il en tant que sujet structuré par l'autre ? Dans les deux cas, il est supposé être un sujet déterminable par des prédicats. Il est supposé être l'objet d'une question philosophique, qu'est-ce que l'homme, voyez Kant, et par conséquent un être essentiellement problématique. Alors, ce conflit des interprétations subordonne donc l'homme à une structure universelle et, de ce point de vue, il faut avouer que peu de choses séparent modernité et postmodernité, humanisme rationnel et anti-humanisme différentiel ou différential, comme on dit parfois. L'anti-humanisme contemporain fait système avec l'humanisme moderne et ne peut pas lui être simplement opposé. Le problème le plus réel n'est peut-être pas modernité ou postmodernité, mais l'homme est-il assujetti à cette antinomie, c'est-à-dire à des décisions philosophiques ? L'homme est-il un être sur lequel la philosophie peut légiférer ? Voilà, me semble-t-il, la question la plus cruciale. À l'essence de l'homme appartient-il d'être déterminé en extériorité par des prédicats universels, ceux dont la philosophie a la maîtrise. La philosophie, en effet, est la maîtresse des prédicats. Mais le sujet homme est-il si indéterminé qu'il ait besoin d'être surdéterminé et sous-déterminé, d'ailleurs en même temps, par une décision philosophique ? L'homme est-il un enjeu
de la pensée gréco-occidentale, ou bien est-il suffisamment déterminé par soi pour, à son tour, être ce qui suffit à déterminer la philosophie? Est-ce là une nouvelle thèse? C'est ce que l'on pourrait penser au premier abord. Est-ce là encore une décision philosophique particulière? Eh bien, je voudrais essayer de faire sentir que l'homme n'est pas seulement un sujet, en corrélation nécessaire avec l'objet, avec le monde, et assumant nécessairement à partir de là la pensée philosophique, mais qu'il est peut-être, par son essence, tout à fait autre chose que ce rapport au monde et au prédicat, autre chose aussi qu'un simple objet de la philosophie. Repartons du jugement anthropologique, de la philosophie de l'homme qui est antinomique, nous l'avons vu. Toutes ces antinomies s'inscrivent dans une sorte de matrice, dans un moule, un modèle unique, dans un invariant. On va l'appeler, sur le modèle de la formule heideggerienne très célèbre de différence ontologique, on va l'appeler la différence anthropologique, c'est-à-dire la corrélation très variable, selon les philosophies, de l'homme et du logos, c'est-à-dire de l'homme et de la philosophie. Je crois que cette matrice est la présupposition la plus universelle de toute anthropologie. Elle exprime la manière de penser philosophique traditionnelle qui ne s'intéresse qu'au mélange, qui ne s'intéresse qu'au couple de contraires, c'est-à-dire finalement qui ne s'intéresse qu'à la différence dans l'homme. Par exemple, la différence de l'animalité et des prédicats langagiers, sexuels, etc. La philosophie est la théorie et la pratique des mixtes, des espaces à double coordonnée, ici, anthropos et logos. Or, ces mixtes sont problématiques, et ils le sont à plusieurs titres. La différence anthropologique, par exemple, nous les opposer dans une unité supérieure qui existe comme divisée, c'est-à-dire qui existe comme distance des différents en lutte. Mais elle se contente de faire fonctionner cette machine sans savoir qui l'a montée, comment elle est possible et surtout qu'est-ce qui fait sa réalité, c'est-à-dire sa nécessité pour l'homme qui la pense. Je veux dire par là plusieurs choses. Premièrement, l'homme, l'anthropos, est supposé connu de la philosophie, ou par elle, mais il n'est pris en compte que dans les limites de son unité avec le logos et de son fonctionnement, à l'intérieur du système ou de la machine théorique qu'il fait avec le logos. L'essence réelle de l'homme est supposée donnée, elle n'est pas élucidée pour elle-même. Elle est oubliée dans sa réalité, dans sa provenance et dans le type d'expérience qu'elle suppose dans le sujet qui la pense et qui la reçoit. Deuxièmement, l'homme ainsi non déterminé par la philosophie est simplement réquisitionné par elle et utilisé dans un système, dans une synthèse, avec le logos et sous l'autorité de celui-ci. Il est donc fonctionnalisé, si l'on peut dire, et il l'est de manière irrémédiable par la philosophie qui en fait une entité, premièrement, transcendante, extérieure, donc aliénée d'elle-même. Deuxièmement, divisée par le logos, donc simplement possible, et non plus réel, mais assujetti à l'être, à la raison universelle. Troisièmement, enfin, fonctionnalisé ou rendu fonctionnel dans un système plus vaste, comme une pièce, une simple pièce de la machine philosophique. C'est l'ensemble de ces indéterminations que j'appelle l'oubli philosophique ou anthropologique de l'homme. Oubli de l'essence de l'homme par la philosophie elle-même. Et c'est cet oubli qui, de mon point de vue, fonde l'anthropologie et fonde les sciences humaines. On serait alors autorisé à dire que la philosophie et même l'anthropologie qui n'en est qu'un mode ou qu'un détachement avancé en direction de l'homme, chargé de le capturer au profit de l'être, de l'insérer dans le mixte de l'anthropo-logos, on serait alors autorisé à dire que tout cela consomme l'oubli de l'essence de l'homme ou est sa dénégation. Mais allez-vous demander ou dire comment accéder à cette essence non anthropologique de l'homme ? Et en avons-nous seulement une expérience, et une expérience qui devrait être, dans ce cas-là, étant donné ce que nous avons dit et la critique que nous avons faite de l'anthropologie, qui devrait être antérieure à toute philosophie. D'où le problème central, le problème le plus crucial, qui motive cette critique de l'anthropologie, quelle est donc l'essence de l'homme ? Nous venons de procéder à plusieurs réductions. D'abord, nous sommes passés de la scène philosophique actuelle au jugement anthropologique. Puis, nous sommes passés du jugement anthropologique à la différence anthropologique. Et maintenant, nous allons passer de celle-ci à l'homme même. Si la différence anthropologique est le contenu
du jugement anthropologique, qui renvoie comme à un sol ou comme à une expérience antéprédicative, cette différence elle-même, quel est son contenu cette fois-ci? Non plus anthropologique, mais son contenu humain. Qu'est-ce que l'homme, dira-t-on, s'il ne se définit plus essentiellement, s'il ne se définit plus d'abord par le logos? Une seule hypothèse est encore possible, et c'est la seule qui puisse donner à l'homme sa réalité et son autonomie par rapport à la philosophie. L'homme comme tel n'est rien d'autre que ce qui fait la réalité, je dis bien, du point d'articulation de l'anthropos et du logos, du point le plus haut de la différence anthropologique. Cela veut dire que l'homme ne serait pas la différence anthropologique elle-même, mais serait le point d'articulation, c'est-à-dire le point d'unité indivise de ce que la philosophie a appelé l'anthropos et de ce qu'elle a appelé le logos, et ceci de manière corrélative, bien entendu. Donc l'homme, ce ne serait pas cette différence elle-même qui est à la fois unité et scission, identité et distance, autrement dit toujours un couplage de contraires, une unité de termes opposés et relatifs. Mais l'homme serait le contenu réel ou absolu de l'unité même des contraires, c'est-à-dire l'instance de réalité qui assure non pas la scission, mais qui assure l'unité de la scission, qui assure l'identité de la distance. Or, cette unité, on peut remarquer que la philosophie, là encore, l'utilise, la fait fonctionner. Bien entendu, tous les philosophes utilisent ce concept, cette catégorie tout à fait supérieure, ce transcendantal, comme ils disent, de l'unité. Ils ne l'ignorent pas du tout, mais ils l'utilisent sans l'élucider pour elle-même dans sa réalité, en la mélangeant toujours avec l'être, par exemple. Nous, en revanche, nous entreprenons de la penser ou de la décrire. Disons que, du moins, c'est une tâche absolue d'entreprendre de penser et de décrire l'unité elle-même, et en elle-même et pour elle-même. Si on appelle cette réalité, c'est-à-dire cet être donné et vécu de l'unité avant, je dis bien avant la division en contraire, c'est-à-dire avant ce que les philosophes appellent la transcendance, on dira que l'un est resté impensé de la philosophie. Rester impensé de la philosophie, je le répète, ça ne veut pas dire que la philosophie n'ait pas utilisé le vocable d'un, mais précisément, elle l'a utilisé en supposant sa réalité, mais sans l'élucider dans sa réalité propre. Cela veut dire qu'elle l'a utilisé en le mettant au service d'autres catégories ou d'autres grands transcendantaux, d'autres grands termes, au profit de l'être, au profit du cosmos, de la physis, du logos, de la totalité, de l'esprit, de la volonté de puissance, etc. C'est-à-dire au profit de l'universel et, plus que de l'universel, au profit de la totalité elle-même. Mais si l'un bien plus encore que l'être, est ainsi resté impensé de la philosophie, malgré l'usage abondant et constant qu'elle en a fait, comment alors le penser? Il doit cesser d'être cette simple limite utile, limite extérieure, transcendante des opérations philosophiques de division, limite véhiculée, déplacée par ces opérations qui sont celles précisément de la transcendance. Quelle est l'essence concrète de l'un? Eh bien, je pense que c'est cette indivision, avant d'être utilisable et fonctionnelle, lorsqu'elle est nécessairement réelle, c'est-à-dire non seulement indivise, par définition, mais objet d'une expérience pour elle-même, lorsqu'elle est donnée et vécue par l'homme, et je dirais probablement comme l'homme même, comme un vécu indivis qui est l'essence même de l'homme. L'indivision la plus haute ne peut être vécue et reçue que par elle-même. L'indivision est un vécu de soi, l'un se reçoit lui-même sur le mode de l'un. Il ne se reçoit pas sur le mode de l'être ou comme un mode de l'être. C'est dire que l'un ou l'homme est une subjectivité radicalement immanente. Radicalement immanente, cela veut dire qu'elle s'éprouve sans sortir d'elle-même, sans recourir à ces opérations qui sont l'essence même de la pensée philosophique, qui sont la scission, la transcendance, le néant, l'aliénation, etc. Sans recourir à une décision ni à une position de soi. L'un ou l'homme est le réel est ce qui ne se divise pas, je pense que c'est la seule définition rigoureuse de la réalité,
Si le réel est ce qui ne se divise pas, c'est donc aussi ce qui se sait comme ne se divisant pas. Par son essence, l'homme est ce qui ne peut être divisé et aliéné par la philosophie ou la politique, par exemple, le pouvoir, ou aliéné dans les grands prédicats universels. Il est l'en soi qui n'a pas besoin de sortir de soi et de se poser devant soi comme un objet ou une représentation dans un ouvert, dans un universel, dans un projet ou un être, dans une extériorité d'une manière générale. Pour le dire autrement, l'homme n'est pas d'abord un objet du monde, un objet de l'histoire qui serait affecté ensuite en extériorité par l'un transcendant, vers lequel il aurait à s'élever par toute une pédagogie ontologique ou philosophique. Non, l'homme est d'emblée cet un lui-même. Il est d'emblée l'intériorité radicale de l'un à lui-même. On peut dire aussi, c'est une formulation pour abréger, c'est une expérience transcendantale, mais non éthique ou non positionnelle de soi. Donc l'homme accède d'emblée à lui-même, à son essence, sans passer par l'extériorité du monde ou de la cité. Autrement dit, son essence se manifeste, se phénoménalise, comme disent d'ailleurs les philosophes à propos de l'être, se phénoménalise, elle est réelle et ce c'est réel, c'est la même opération, sur un mode qui va respecter sa stricte immanence et qui n'aura pas besoin des opérations classiques, des opérations fondatrices de la philosophie, c'est-à-dire de la transcendance qui nous éloigne du monde et qui nous y ramène. L'homme n'est pas un exilé dans le monde ou exilé loin du monde, l'homme, je dirais, précède à tout jamais le monde, et c'est la raison pour laquelle il peut aller au monde et à la cité, mais en restant en lui-même. Il peut aller aux grands prédicats ou aux grands attributs du monde, au pouvoir, au langage, à la sexualité, à l'économie, etc., à l'art, à tout ce qu'on voudra de cet ordre-là, mais il le fera en restant en lui-même. Ainsi, le plus haut concept de la philosophie, l'un a un secret, et ce secret, c'est l'homme. Mais la philosophie ne peut pas décrire ainsi l'un ou l'homme pour une raison très simple. Pas de philosophie sans transcendance ou sans décision, et sans qu'elle les suppose de plus constitutives du réel lui-même. Or, l'un et l'homme, tels que nous les avons décrits, sont le réel qui reste immanent à soi. Il est, ce réel, manifesté à lui-même, sans être par là transformé, produit, déterminé ou codéterminé par sa propre manifestation. C'est donc un inconstituable radical. Il n'y a pas de production du réel, et cela veut dire il n'y a pas de production de l'homme. On peut produire un philosophe, mais on ne peut pas produire un homme. L'homme est l'absolu qui jouit d'une antériorité irréversible sur la philosophie et qui peut enfin mettre celle-ci à son service. La philosophie commence à partir de lui et lui n'a pas besoin de la philosophie pour être ce qu'il est. Il échappe à l'antinomie anthropologique pour la raison qu'il est sa condition absolument inconditionnée. La thèse que je défendrai ici, et c'est une thèse non philosophique et non anthropologique, est que l'homme est le seul contenu réel, c'est-à-dire vérifiable ou expérimentable, et expérimentable justement dans les limites de la finitude humaine, de ce que l'on appelle l'absolu, et qu'il jouit d'une antériorité sans réserve sur la philosophie qui ne peut pas le déterminer à son tour. C'est donc ce que j'appellerais un sujet sans prédicat, un sujet sans monde, le monde et les prédicats universels comme le pouvoir, le désir, le langage, etc., étant pour lui en réalité contingent et lui arrivant par surcroît. Cela évidemment ne veut pas dire que l'homme n'entretient pas de rapport au monde, mais cela veut dire que l'homme n'est pas codéterminé par le monde, du moins dans son essence humaine. Et pourtant, si l'homme n'est plus lié au vis-à-vis du monde, si même le monde ne tourne plus autour de lui, s'il est la vivante destruction de la révolution copernicienne, il n'est pas davantage séparé ou abstrait du monde. Car la thèse n'est pas seulement l'homme est réellement distinct par son essence de l'histoire, du langage, de la sexualité, mais la thèse véritable est celle-ci. Loin d'être abstrait ou d'être séparé de ces prédicats par une opération philosophique, il est plutôt réellement antérieur à eux et il les précède dans un ordre, ou par le biais d'un ordre irréversible qu'il fonde lui-même et qui se confond avec son essence d'homme. La pensée réelle, celle que nous devons ressaisir, comme n'étant pas le simple possible philosophique, suivra cet ordre irréversible qui va de l'homme au monde et de l'homme au grand prédicat, à la philosophie qui assure la gestion ou l'économie de ces prédicats.
Cette pensée réelle me paraît bien plus proche, faut-il le dire, d'une science que d'une philosophie. Pour conclure cette série d'émissions, je voudrais faire quelques remarques sur le sens véritable, le sens réel, tel du moins que j'essaie de le comprendre, de l'anti-humanisme de la philosophie. Et je ne dis plus l'anti-humanisme contemporain ou de la philosophie contemporaine, mais l'anti-humanisme de fond de toute philosophie. Repensé de cette manière, en effet, l'homme fait apparaître un anti-humanisme de fond de toute la philosophie. L'anti-humanisme contemporain est une possibilité essentielle de la philosophie, de sa posture à l'égard de l'homme, au moins autant qu'une circonstance historique. Les modernes, en général, sous-estiment leur adversaire, leur nécessité, leur capacité à révéler cet anti-humanisme de fond, qui peut-être fait système avec toutes les formes d'humanisme possibles. Autant l'humanisme philosophique est impuissant, autant l'anti-humanisme est utile parce qu'il révèle de la philosophie. Celle-ci, en général et dans la mesure où l'on peut dégager des tendances, des invariants, ne divise-t-elle pas régulièrement l'homme par des prédicats ou par l'universel, la raison, le langage, la politique, le sexe, le droit, etc. N'y a-t-il pas une violence philosophique originaire contre l'homme qu'elle prétend déposséder de son identité la plus intime, la recomposant ensuite de l'extérieur avec la synthèse de l'animalitas ou de la brutalitas d'une part et de ses prédicats universels d'autre part? Si l'homme est un animal juridique, définition que la modernité peut difficilement éviter, quelle différence au regard de l'homme même avec sa définition, si contemporaine par ailleurs, comme animal langagier? L'humanisme juridique est un écran philosophique pour un anti-humanisme réel et qui excède de beaucoup ses formes contemporaines auxquelles il est trop facile de s'attaquer. La philosophie n'avoue-t-elle pas son impuissance à penser l'essence de l'homme, opération qu'elle retarde régulièrement d'ailleurs, puisqu'elle ne se soucie de l'homme que comme terme d'un processus de pensée ou d'histoire, que comme un refoulé avec le retour duquel il faut compter et auquel en effet on règle son compte? L'homme comme question la plus synthétique, Kant, comme résidu de la déconstruction de l'illusion transcendantale, Fichte, comme souverain ou surhomme à la fin de l'histoire, Nietzsche. La véritable anti-humanité est ici, pas dans la déconstruction contemporaine de l'humanisme juridique, mais dans l'inhumanité de principe de la pensée gréco-occidentale. Vous venez d'entendre un cours de M. Laruelle, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre.